Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun. Je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. À la Grainothèque de fleurs sauvages d'Ottawa, des centaines de personnes s'entraident pour recenser, conserver, donner des graines de plantes indigènes, à travers un réseau qui s'étend jusqu'aux provinces des Maritimes. Au-delà du plaisir de jardiner, c'est une véritable rééducation collective qui prend place. La Grainothèque est basée sur une volonté de réconciliation avec les peuples autochtones à travers des principes de réciprocité, de non-marchandisation de la nature et de partage des savoirs. Avec Mélanie dans cet épisode, on parle de décolonisation, de réapprendre le rythme de la nature pour ralentir soi-même et de trouver sa place et son rôle dans la construction de notre imaginaire collectif. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Mélanie Ouellette, bonjour. Bonjour. Tu es fondatrice du Ottawa Wildflower Seed Library, donc la grainothèque de fleurs sauvages à Ottawa, dont tu es aujourd'hui la présidente. On s'est rencontrés, toi et moi, il y a quelques semaines lors de ta présentation à la nouvelle scène Gilles Desjardins à Ottawa, où tu présentais les types de fleurs et les herbes natives du territoire, la manière de prendre soin de nos jardins. C'était super intéressant. J'ai adoré ton énergie, puis je t'ai demandé si tu voulais venir en jaser au micro. Donc, merci beaucoup de t'être déplacée. Merci de m'avoir invitée. Mélanie, pour commencer, avec ma première question que je pose à tous mes invités sur le podcast, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? La première qui m'a venue en tête, c'est vraiment la réconciliation autochtone. Je trouve ça vraiment important pour moi comme du fait que j'occupe un territoire, d'être capable de connaître vraiment c'était quoi les habitudes des premières personnes qui étaient ici, puis de connaître vraiment c'est quoi leur relation avec la nature, puis d'essayer d'apprendre moi aussi à être avec la nature en cette même harmonie. Je dirais aussi l'équité. C'est une valeur qui est vraiment importante pour moi, l'honnêteté, puis la responsabilisation sociale. C'est des belles valeurs. On va avoir le temps de revenir, je pense, sur les questions autochtones parce que c'est super intéressant et très lié à ton projet. Parlant donc, pour aller directement dans le vif du sujet, la Grainothèque de fleurs sauvages a vu le jour en pleine pandémie, en 2020, quand tu t'es décidé de lancer un projet un peu fou, une bibliothèque de graines de fleurs sauvages que les gens pouvaient se passer entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un tel projet? Bien, ça faisait longtemps que je voulais faire du bénévolat. Je travaille avec des bénévoles à mon travail, puis ça m'avait beaucoup inspirée à redonner à la communauté. Mais j'étais pas capable de trouver un projet qui me ressemblait puis qui ressemblait à mes valeurs. Je trouvais que les autres formes de bénévolat qu'il y avait de disponibles, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Ouais. Parce que je trouvais que c'était beaucoup de travail de comité, par exemple. C'était souvent des tâches répétitives que je trouvais pas super intéressantes. Fait qu'une journée, j'ai regardé un podcast de la docteure Robin Wall Kimmerer, qui est une ethnobotaniste indigène. Puis, sa présentation, c'était que le monde était en feu. Fait que c'était vraiment comme ça regardait vraiment à tout ce qui se passe dans la société, comment que le capitalisme fonctionne, comment le colonialisme a fonctionné, comment toutes ces choses-là s'accumulent et puis ça crée vraiment l'environnement dans lequel on opère maintenant. Puis, il y a quelqu'un à la fin de la présentation qui a posé la question suivante, il a demandé la planète est en feu, par où commencer? Ouais. Puis j'ai trouvé que sa réponse était vraiment bonne. Elle a dit faites une liste de vos talents, puis suivez vos passions. Fait que moi, ce soir-là, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait une liste des choses que j'étais capable de faire. Comme j'avais étudié en développement international, j'avais fait mon MBA, fait que j'étais capable de commencer des organisations, c'est ça, mon parcours académique. Puis j'étais beaucoup passionnée par la réconciliation autochtone, les changements climatiques, travailler avec les femmes. Puis je venais juste de planter ma première plante indigène cet été-là. OK. Puis cette plante-là m'apportait beaucoup de joie. Puis je voyais qu'elle était vraiment plus en relation avec l'écosystème que les plantes traditionnelles que j'avais dans mon jardin. Fait que là, ça m'a vraiment donné envie de partager cette joie-là avec d'autres mondes.
Donc, c'est là, ce soir-là, que j'ai décidé de partir de la grainothèque. Puis là, je me suis demandé pourquoi que les gens, ils jardinent pas le plus avec les plantes indigènes. Fait que là, je me suis dit, OK, il y a deux choses qui est peut-être des barrières à cet aspect-là. Le fait que les gens n'ont pas accès à des graines locales, puis le fait aussi que les gens ne connaissent pas les plantes indigènes, puis il y avait comme des barrières de savoir pour être capable de planter des plantes indigènes. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé le site web puis le site Facebook pour éduquer les gens sur les plantes indigènes. Puis après ça, ben pour réduire les barrières les plus possibles aux gens, pour qu'ils capables de jardiner avec les plantes indigènes aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une organisation qui allait donner des plantes puis des graines indigènes gratuites. C'est tellement inspirant et ça m'inspire beaucoup de questions de suivi. Pour revenir un tout petit peu en arrière, parce que tu parles justement du fait d'observer qu'il y avait des plantes, une fleur que tu avais plantée chez toi, qui s'intégrait vraiment mieux dans son écosystème. Est-ce que tu veux un petit peu donner des détails là-dessus pour les gens qui, par exemple, n'ont pas l'habitude de jardiner ou ne connaissent pas la relation entre les différentes plantes dans un jardin? Ouais, ce que j'avais remarqué le plus, c'est qu'il y avait beaucoup plus de papillons puis d'abeilles qui visitaient la plante. Puis je trouvais que elle était beaucoup plus en harmonie aussi avec la nature. Puis j'avais acheté une plante qui était cultivée, ce qui veut dire que c'est une plante qui avait été altérée par des compagnies, qui était la même espèce que elle, mais altérée. Puis cette plante-là, elle n'a pas performé, elle est morte à la fin de l'année. Elle avait eu plein de maladies aussi. Fait que j'ai vraiment compris aussi que les plantes qui sont modifiées par les compagnies sont pas aussi bénéfiques aussi que les plantes indigènes qui sont vraiment des espèces pures qu'on appelle. Est-ce que les plantes qu'on achète en grand magasin, là, parfois, on voit au printemps, là, ils sortent toutes les bagues de fleurs, toutes les graines, etc. La majorité, si je comprends bien en t'écoutant, ce ne sont pas des plantes natives du territoire. Non, exactement. Souvent, c'est des plantes qui viennent d'Europe ou d'Asie. Puis, des fois aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des plantes indigènes, mais ils vont les altérer pour présenter des caractéristiques qui vont être une plus grande période de floraison, des différentes couleurs qu'on va trouver peut-être plus appréciables. Puis ça, c'est ça, ils vont modifier aussi la plante pour présenter ces caractéristiques-là. Puis, il n'y a pas vraiment beaucoup de connaissances scientifiques sur l'impact de ces altérations-là sur les plantes, sur nos écosystèmes. C'est pas encore vraiment étudié, mais Non. des gens comme toi qui jardinent, qui sont dehors, observent qu'il y a un coût associé au fait de planter des plantes qui sont altérées de cette manière-là. Yeah, Moins de papillons, plus de vulnérabilité. Oui. J'imagine que ça entraîne aussi une plus grande utilisation par les gens des pesticides, peut-être, parce que les plantes sont moins adaptées, plus d'engrais aussi. Oui, c'est ça. Surtout pour les plantes qui viennent d'Europe et d'Asie, elles sont pas habituées à notre sol. Fait que souvent, les gens, il faut qu'ils achètent du sol, que lui aussi n'est pas indigène. Des pesticides, comme tu dis. Il faut aussi arroser beaucoup. L'arrosement aussi est quelque chose, un facteur important. Oui, donc un coût élevé en eau en plus. Exactement, oui. Fait que c'est vraiment mieux d'utiliser des plantes indigènes parce qu'ils poussent dans notre région sans intervention humaine. Je comprends donc que ça répondait à un réel besoin que tu as observé. Tu t'es lancée toute seule, tu t'es lancée pour faire le site web, tout ça. À partir de quel moment ça s'est transformé d'un projet porté solo par une personne, par toi, à plusieurs bénévoles qui s'impliquent? Oui, c'est ça. Je pense que l'année passée, il y a à peu près une centaine de bénévoles qui ont participé au projet. Wow. Fait que en 5 ans, ça a quand même beaucoup grandi. Je dirais au début, c'était moi toute seule avec quelques personnes qui m'avaient donné des graines. Mais ensuite, ça a pris quelques mois, puis plus que ça allait, plus que les gens embarquaient. Je trouve aussi qu'avec ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que plus que ça grandit, plus que j'ai des bénévoles qui m'aident aussi. Fait que ça m'a vraiment aidé à porter ça à une plus grande échelle parce que plus qu'on grossit, plus que j'ai du soutien. Donc, t'as pas vécu un épuisement par le fait que ça a pris de l'ampleur? Non, c'était vraiment surprenant, ouais. Puis ça continue aussi. J'ai toujours reçu ce que j'avais besoin de la communauté au bon moment. Jamais à plus, jamais à moins, juste qu'est-ce que j'ai besoin. Il fallait au bon moment. Oui. J'adore ça. Ben, tu m'as expliqué que seulement en 2026, vous avez posté 8500 commandes de graines. Vous êtes tous bénévoles. Comment ça fonctionne en pratique? En pratique, c'est qu'il y a des gens qui nous donnent des graines, il y a des gens qui empaquent des graines pour nous. Après ça, on a eu l'opportunité d'aller où ce que ça s'appelle le Fletcher's. C'est comme
une place de jardinage ici dans la région qui nous ont prêté le local gratuit. Puis on a des gens qui se promènent, puis qui reçoivent les bons de commande, puis qui se promènent alentour, ils remplissent la commande, puis après ça, il y a des gens qui se mettent là, puis ils mettent la commande ensemble, puis ils la mettent dans des enveloppes, après ça, on les poste le soir. Fait que habituellement, quand les gens commandent, on poste soit la même journée ou la journée après. OK, vous êtes super efficace. J'essaie d'être aussi bon qu'Amazon. Wow! Concurrence à Amazon. Ouais. C'est ça qu'il faut. Donc, les gens ensuite qui reçoivent ces graines-là par la poste plantent leurs graines, j'imagine, au début de l'été, des fois à la fin de l'été selon le type de plante? Non, c'est différent un peu pour les plantes indigènes parce que au Canada, les plantes ont évolué pour avoir une couche protectrice qui peut juste être brisée durant le gel puis le dégel du printemps. OK. Fait qu'il faut les semer en décembre-janvier au même moment où on poste nos graines. Parce que sinon, si on les plante pas à ce moment-là, ils germeront pas. Donc, les gens qui se réveillent dans la région là, au mois d'avril, mai, il commence à faire beau, ils ont envie d'aller commencer à semer. On serait censé faire ça des mois à l'avance, en plein milieu de C'est l'hiver. ça, exactement, oui, exactement. Quand les gens arrivent vers le mois de mai puis cherchent des graines, ben, je leur dis de venir à nos événements à l'été où on donne des plantes. Parce qu'il est trop tard pour les semer à ce moment-là. Il est trop tard pour les semer. Puis, on l'a dit, c'est une bibliothèque, là, une grainothèque. Oui. Donc, j'imagine que les gens ramènent ensuite ces graines-là afin de pouvoir nourrir tout le réseau de la bibliothèque. Comment ça fonctionne? Exactement. On a quand même pas mal beaucoup de personnes qui redonnent des graines à la communauté ou qui redonnent des plantes qui ont semé aussi. Nous, on ne dit pas la façon que les gens redonnent à la collectivité. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, donnez ce que vous pouvez. Alors, ça peut être des graines, ça peut être donner, aller chercher quelqu'un en voiture, ça peut être donner des plantes que tu as chez vous. Donner du temps, ça peut donner du temps, empaqueter des graines, ça peut être n'importe quoi. On ne dit pas comment que les gens peuvent nous redonner. Donc, tu laisses à chacune la possibilité de suivre leurs élans, leurs talents, comme le podcast que tu avais écouté. Oui, exactement. Ça, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais tu as raison, oui. Ouais. Puis, on reçoit beaucoup de cette façon-là. Souvent, c'est des choses qu'on n'aurait même pas pensé puis que les gens offrent. Alors, ça nous donne des belles surprises puis ça rencontre toujours nos besoins aussi. Comme on a toujours eu le bon nombre de bénévoles pour les choses qu'on avait besoin de remplir avec ce modèle-là. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont emmener d'autres personnes en voiture, d'autres qui vont aider à mettre des graines dans une enveloppe. J'imagine que quand on passe des heures coude contre coude avec des gens autour d'une table en train de faire des centaines d'enveloppes, ça tisse des liens. Est-ce que tu as le sentiment que tu as contribué à créer comme une communauté autour des fleurs natives ici? Définitivement. Je dirais que une des plus belles choses, je pense, du mouvement, c'est vraiment de voir les personnes aller à la rencontre de l'étranger, je dirais. C'est comme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités maintenant. Tout le monde est sur leur téléphone, tout le monde est tout le temps collé sur la technologie. Fait que là, c'est vraiment une façon plus ludique de reconnecter avec les gens, surtout à nos événements où les gens viennent empaqueter des graines ou faire des enveloppes avec nous. Comme je les vois qui se parlent entre eux puis ils se connaissent pas. Puis tu as raison, comme on a tissé beaucoup de liens entre les madames ensemble, parce que c'est souvent des madames. J'ai quelques messieurs maintenant, c'est bon. Mais c'est ça, fait que beaucoup de personnes sont venues amies ensemble, puis ils se parlent. Au début, tout passait par moi, mais là, maintenant, je le vois comme ils se parlent entre eux, puis ils sont devenus amis. Puis... Fait que ça, c'est vraiment un beau projet pour ça, je pense. C'est tellement touchant et inspirant. Puis je pense que ça pourrait inspirer d'autres personnes peut-être à faire la même chose dans leur communauté, dans leur ville. C'est quelle région que vous couvrez ici avec la Grainothèque? Bien, nos événements sont dans la région d'Ottawa, puis on a un événement aussi par année à Gatineau. Puis quand ça vient le temps de poster des graines gratuitement, on fait l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. OK, mon Dieu. Je pensais pas que vous alliez jusque là-bas. Ben oui, parce qu'on a plusieurs plantes en commun, là. Fait que, ah oui? Puis eux sont pas beaucoup desservis par dans ces régions-là. Fait qu'on on essaie de leur donner un coup de main. Tu les oublies pas. Non, c'est ça, exactement. On l'entend ton accent aussi. Oui, c'est ça. Je viens du Nouveau-Brunswick aussi. Là. Mais il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vendent des plantes ou il n'y a pas personne qui vend des graines dans ce coin-là. Fait que ça leur donne un petit coup de pouce aussi pour leur projet. Parce qu'on soutient beaucoup de projets communautaires. Puis il y a beaucoup de projets que ça coûte très cher, les graines ou les plantes. Donc, on permet à beaucoup de
d'organisations comme je pense par exemple au Butterfly Ways de David Suzuki qui vont utiliser des graines pour faire leur projet communautaire. Fait que c'est vraiment important pour les collectivités, qu'est-ce qu'on fait aussi. Vous avez aussi des organisations? Oui, on a des organisations qui viennent, on a aussi des écoles qui viennent, on a donné des graines à des bibliothèques aussi, une centaine de bibliothèques pas mal locales, je dirais, cette année. Donc, c'est vraiment varié les personnes qui viennent chercher des graines. Ça a vraiment pris une très, très grande ampleur. Est-ce que tu imaginais ça au tout début quand tu as lancé ton site web? Oui, je dirais que oui, parce Ouais? que j'ai fait mes devoirs. Comme le MBA, ça Ouais. apprend aux gens à commencer des entreprises. Là. Oui. C'est juste que moi, j'ai décidé de pas faire d'argent avec. Je vais être comme une des seules personnes du MBA qui fait une organisation à but non lucratif avec ça. Là. Mais oui, mais c'est ça. Fait que ça me surprend pas. Puis moi, mon but, c'est vraiment de développer un modèle d'affaires ou de communauté, genre que d'autres personnes peuvent réutiliser pour commencer leurs propres mouvements locaux. Ouais. Comme j'ai une personne avec qui je suis en contact, par exemple, qui reste à Kitchener, dans ce coin-là, puis que là, ils vont faire un événement de don de plantes, on les a posté des graines là, pour qu'ils peuvent donner eux autres mêmes dans leur collectivité. Fait que l'idée, c'est de développer un modèle qui peut être réutilisé comme partout dans le monde. Moi, c'est ce que j'aimerais. Ben, je suis sûre que tu peux le faire. T'es tellement, les gens peuvent pas te voir, là, mais juste décrire le fait que tu portes une. Là, il fait super chaud en ce moment, puis t'as une robe très fleurie. Merci beaucoup. T'as une énergie tellement débordante. Je veux dire, Merci. c'est sûr que tu vas y arriver. Mais j'ai déjà eu des appels vraiment de d'autres personnes dans d'autres pays, comme une personne en Europe et une personne en Afrique qui m'ont appelé pour avoir comme des conseils une fois. Puis, fait que je pense pas que c'est si inatteignable que ça a de l'air, je pense. Je pense Non, mais que ça va être... complètement, ben oui. puis c'est ça, on a aidé des personnes aussi en Californie qui veulent qu'il y ait une société des plantes indigènes, puis ils voulaient avoir des ressources de nous autres. Même chose, on a aidé des personnes à Moncton. Fait qu'on aide beaucoup comme des mouvements locaux aussi. Puis je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des plantes indigènes, spécifiquement pour la restauration de sites. Ah, OK. Surtout comme, mettons qu'il y a un gros feu ou des choses comme ça, tu sais. Fait que Ouais. des projets à grande échelle. Fait que je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne les gens locaux. C'est comme un peu le projet de Citizen Science. Tu sais, on entraîne les gens locaux à être capables de récolter puis semer des plantes indigènes. Fait que c'est comme des compétences que sont vraiment importantes pour la réhabilitation des sols puis des Ouais. environnements qui sont détruits. En passant par quelque chose d'agréable qui est simplement avoir un joli jardin, Ben c'est ça, exactement. ce genre de mais choses-là, si mais derrière, il y a quand même un projet qui est politique, là, Oui, je d'une dirais certaine que oui, manière. parce que c'était vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un gamble j'ai vraiment lancé l'idée, genre, pour être capable de voir, est-ce que c'est possible d'avoir une organisation qui donne tout gratuitement? Ouais, Est-ce que c'est viable, comme modèle d'affaires, là, ouais. ou modèle communautaire? Parce que habituellement, les gens, ils vont demander aux gens de donner de l'argent pour un genre de membership ou tu vas être obligé de contribuer par année ou, tu sais, il va y avoir des subventions d'attachées à ça. Nous, c'est ça, on n'a pas de subvention. C'est vraiment juste la bonté du monde qui nous redonne de l'argent s'ils veulent pour nous aider. Puis, surprenamment, ça marche quand même comme modèle communautaire. J'aimerais ça revenir sur 2 choses. La première, c'était, tu as nommé au début les questions d'anticapitalisme, l'idée de sortir du marché puis de tisser des communautés, des liens de cette manière-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à diffuser comme idée? Est-ce que tu sens que ça emmène peut-être une certaine politisation des gens? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces questions-là? Ben, je te dirais qu'on n'en parle pas vraiment, puis que les gens sentent qu'ils aiment la Granothèque. Les gens sentent qu'ils soutiennent le modèle d'affaires, de communautaire qu'on a qui est gratuit. Mais je ne sais pas s'ils réalisent à quel point que c'est un projet politique. Comme je serais Je comprends. surprise que les gens mettent des C'est pas mots brandé comme là-dessus. ça. Ouais, c'est ça, mettre des mots là-dessus, mais c'est certain que, comme moi, c'est ça, j'ai une maîtrise en sciences politiques, là. Fait que j'étudie un petit peu le marxisme et ces choses-là. Fait que, en plus de mon MBA, qui est un peu différent, là. Mais c'est certain que je réalise que ça s'inscrit dans un courant politique de vraiment comme économie d'échange. On retourne vraiment aux collectivités communautaires. Ouais. On enlève
l'argent de comment est-ce qu'on interagit avec la nature. Comme moi, c'est vraiment... Mm. Comme moi, ça part vraiment... Je dirais que ça part plus d'un principe autochtone que ça part d'un principe anticapitaliste, là. Ben, c'était ma deuxième question, justement, de ramener ta philosophie sur les questions autochtones là-dedans. Est-ce que tu veux développer un peu là-dessus? Ben, quand j'ai commencé la grainothèque, je voulais m'assurer que, vu qu'on réutilise les plantes du territoire, d'avoir vraiment comme une approche décolonisatrice. Ouais. Je me suis posé la question, ça ressemble à quoi, ça? Fait que j'ai un mentor qui est Métis de la Rivière-Rouge qui m'a vraiment aidé à trouver les bons principes de base de la grainothèque, qui sont la réciprocité, que tout le monde aime puis dont on parle beaucoup depuis le début du podcast, qui est de donner des graines, donner des plantes, puis en échange, redemander à la collectivité de prendre la responsabilité par rapport à leur communauté puis de redonner en échange. Ouais. Fait que ça, c'est la responsabilisation puis la réciprocité. Fait que ça, c'est des concepts qui sont vraiment importants pour les Autochtones, qui est vraiment au cœur de pourquoi qu'on a appelé ça une grainothèque puis pourquoi on n'a pas juste donné des graines, tu sais. Le concept de grainothèque, c'est ça, c'est vraiment pour aller vers la responsabilisation puis la réciprocité. Un autre volet aussi qui était quand que les gens savent mieux, ils font mieux. Fait que l'idée, c'est de pas juger les gens, de les prendre où ils sont, de cultiver une humilité aussi dans les connaissances scientifiques, de s'ouvrir à ça, puis de toujours... Puis nos médias sociaux sont beaucoup comme ça, sont vraiment orientés vers ces principes-là d'humilité. Quand on sait mieux, on fait mieux. C'est quoi la recherche scientifique en arrière de ça? Comment est-ce qu'on fait pour être certain que c'est ça? L'évolution des connaissances. Fait que ça, c'est vraiment une approche aussi autochtone de bottom-up, de empirique. Empirique, c'est ça que je voulais dire. Comme une approche empirique du savoir, on est ensemble dans ce voyage-là pour apprendre mieux en tant que collectivité sur les graines puis les plantes autochtones parce que les savoirs autochtones ont été enlevés des personnes autochtones de façon violente. Violente et aussi, ils savaient ce qu'ils faisaient, là. Comme, tu sais, ça a été volontaire. Fait volontairement. Ouais. Intentionnel. C'est ça, intentionnellement. Merci, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Ça a été fait intentionnellement. Fait que il y a beaucoup de connaissances qui sont perdues. Fait que nous, on essaie aussi, on s'inscrit dans cette démarche-là un peu, mais en essayant d'être respectueux de ces principes-là. Puis il y avait aussi toute la notion aussi qui est gratuite. Ça vient aussi des principes autochtones que la nature ne doit pas être commodifiée. Parce que ça, c'est un peu lié avec le marxisme. Là. Mais l'idée, c'est que quand tu commences à imposer une valeur monétaire sur quelque chose, tu perds de l'humanité ou tu perds vraiment de comment tu connectes avec ces choses-là. Tu le traites comme un simple objet aussi. Oui, là. c'est ça, exactement. Ouais. Fait que l'idée aussi de la grainothèque de donner tout gratuitement, ça s'inscrit vraiment dans ce principe-là. Tu as commencé ça en 2020. Oui. On est en 2026. Ça fait quand même, c'est ça commence à faire un petit bout. Oui. Mélanie, en quoi est-ce que tu penses ou que tu observes que cette expérience t'a transformée? Tu as dû apprendre énormément de choses. Ben, je dirais que une des choses que j'ai le plus appris de planter des plantes indigènes puis travailler avec les gens, c'est la patience. OK. Parce que quand j'ai commencé les plantes indigènes, je suis habituée aux plantes traditionnelles où tu vas dans le magasin puis c'est immédiat comme tu t'en vas au magasin, tu trouves quelque chose de beau, tu l'amènes chez vous, puis tu le mets, puis la plante fleurit. Puis c'est comme un résultat immédiat, genre. OK. Mais une plante indigène, pour la plupart d'entre elles, tu vas la planter, puis ça va prendre 3 ans avant qu'elle fleurisse. Parce que la première année, elle va faire ses racines, la deuxième année, elle va s'établir, puis la troisième année, là, elle va faire sa floraison. Puis je sais pas comment ça, mais plus que le temps avance, plus que je commence à trouver ça vite. Ce 3 ans-là d'attendre, puis de travailler avec les gens, puis faire amener la vision à long terme, puis je trouve que comme... Ça amène quelque chose, cette espèce de lenteur-là, d'attente pour un résultat, laquelle on est plus exactement, habitué. oui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je remarque beaucoup chez les gens aussi avec qui je travaille, comme plus que tu t'incrustes dans la nature, plus que tu ralentis. Ah, wow. Mais je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Je peux juste dire que c'est ça que ça fait. Puis plus que tu viens patient,
Puis moi, j'essaie de cultiver l'humilité aussi, fait que ça l'aide aussi un peu. Fait que... On n'a pas le choix d'être dans une posture d'humilité et d'adaptation quand on est face au processus naturel parce qu'on peut pas les accélérer. Si on décide de jouer selon les règles de la nature, c'est pas comme quand on achète des plantes qui sont justement altérées. Ouais. Tu faisais la blague tout à l'heure de dire que vous livrez plus vite qu'Amazon. Oui, oui. Mais il y a quand même cet aspect-là vraiment dans nos vies, d'habitude, de l'extrême rapidité, l'instantanéité des choses. Ouais. On clique, ça arrive en quelques heures ou C'est demain ça. à la maison. On se sent un petit peu moins bien, on prend le téléphone, on s'en va sur les réseaux. La dopamine, elle se fait dans notre cerveau. Je pense vraiment que tu tiens quelque chose quand tu dis que pour se défaire de cette addiction à la dopamine instantanée-là, faut apprendre de la nature, faut apprendre... Ouais, puis c'est ça. Puis comme... c'est vraiment difficile à expliquer, mais à force d'être dans la nature, tu deviens plus la nature, puis tu deviens plus lent. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'incite vraiment les gens à essayer ça par réseau de main, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial du fait de commencer une plante de la graine. Parce que tu commences ta plante, c'est les bébés d'une plante que tu tiens dans tes mains, tu sais. Moi, j'oublie jamais cette responsabilité-là de toutes les graines, c'est toutes les mamans plantes qui m'ont donné la petite graine, tu sais. Ah, ouais. Puis, fait que là, tu deviens comme le gardien de cette espèce-là. Tu sais, on a des espèces qui sont super rares. Certaines sont même disparues de l'Ontario qu'on garde en vie dans nos jardins. Fait qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça, mais ça vient avec une douceur, puis tu regardes plus la nature, puis le fait aussi qu'on demande aux gens de récolter des graines, puis que les graines, là, c'est pas comme... c'est des paquets qui sont faits par des bénévoles. Fait que c'est pas quelque chose qui est comme stérile, tout égal. Industriel. C'est tu sais. Puis les gens, ils sentent l'amour des gens dans leur paquet de graines qu'ils ont. Puis ils sentent aussi la responsabilité qu'on leur donne, que ça soit gratuit, puis qu'il faut qu'ils redonnent à la communauté. Puis c'est comme une façon et tout de donner de la joie aux gens parce que là, ils vont comprendre cette plante-là dans l'écosystème, puis ils vont aussi comprendre quand est-ce que c'est le temps de la récolter parce que on peut pas dicter aux gens, la plante, quand c'est récolté le 13 août à telle heure. Comme, il faut vraiment que tu apprennes à connaître ta plante. Faut que tu l'observes, faut que tu vas observer les pollinisateurs qui vont aller dessus. Comme, c'est vraiment comme, je sais pas, c'est vraiment une façon de changer le cœur des gens, genre, sans leur dire, OK, il faut que tu changes, tu sais. Sans leur dire, c'est un projet un peu marxiste, un peu politique. C'est ça, exactement. Non, mais je trouve ça extraordinaire ce que tu m'expliques en ce moment parce que je viens du milieu académique aussi, là. Je fais plein de choses, mais notamment du milieu universitaire. OK. J'en ai entendu des conférences là, qui disent faudrait convaincre les gens. C'est ça, exactement. Mais à un moment donné, c'est pas en utilisant des termes qui font peur aux gens, genre anticapitalisme. Là, le monde sont comme change de trottoir quand tu leur dis ça. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas en le théorisant. Puis je trouve que ce que tu es en train de raconter, c'est assez incroyable comment tu passes par quelque chose de, je sais pas, c'est comme de l'amour que tu mets dans des enveloppes. Oui, exactement. Puis c'est pas juste moi, là, c'est toutes les personnes. Oui, c'est ça. Absolument. C'est une transmission d'une énergie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que simplement le... Oui, je suis d'accord. C'est comme ça que ça fait quand tu reçois les paquets, puis quand tu viens aux événements, puis quand tu interagis avec les bénévoles. Mais ça, c'est tous des principes autochtones qu'on met en pratique. Comme c'est pas... Comme c'est vraiment, comme je t'ai mentionné, comme la réciprocité, la responsabilisation, l'écoute de la nature, l'humilité scientifique. Comme c'est tous ces principes-là aussi que ils rendent ça spécial aussi, là. Tu sais, c'est pas juste parce qu'on donne des graines, c'est à cause des valeurs qui sont en arrière de ça. C'est la manière dont vous le faites, absolument. Puis il y a aussi tout un travail, je trouve, en t'écoutant, de rééducation, finalement. Oui, définitivement. Un travail de comment est-ce qu'on peut réapprendre à être humain? Oui, définitivement. Puis je dirais aussi un travail de décolonisation. Ça, c'est un autre mot qui fait bien peur aux gens. Là. Oui. Mais comme moi, je trouve que j'ai remarqué dans mon expérience que les gens qui viennent d'ailleurs de d'autres pays sont beaucoup plus ouverts aux plantes indigènes que les personnes qui sont nées au Canada. OK. Comme
les personnes qui viennent d'ailleurs sont vraiment contentes d'apprendre les plantes d'ici. Mais tandis qu'ici, au Canada, on a vraiment appris que les plantes d'ici, c'est des mauvaises herbes, que les plantes qui viennent d'Europe sont meilleures, que d'Asie aussi maintenant. Mais vraiment, comme le jardinage, c'est des plantes européennes ici au Canada. Là. Puis c'est vraiment comme un effort de décolonisation du jardinage, puis aussi de nos espaces publics. Ouais. Puis c'est quand même, excuse-moi, j'ai le chat qui me grimpe dessus en ce moment, puis il va ronronner trop fort dans le micro. Monsieur. Bon. J'en étais où? J'allais dire que ça donne donc bien que toutes les plantes que les gens se sont fait apprendre à aimer, on va dire ici, sont payantes. Ben oui, exactement. Doivent être achetées, il faut acheter tous les engrais et les pesticides qui viennent avec. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis ça continue tout le temps. Puis c'est ça, quand on dit aux gens comme ben tout est gratuit, les graines sont gratuites, les plants sont gratuits, c'est des vivaces. T'as pas besoin de changer ta terre, t'as pas besoin d'arroser, t'as pas besoin d'utiliser de pesticides ou d'engrais. Comme les gens, ils comprennent pas ça. C'est comme leur cerveau a de la misère à comprendre ça. Là. Ça l'explose. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que les gens, tu sais, il y a beaucoup de Canadiens que, justement, nos ancêtres viennent de l'Europe, je m'inclus là-dedans, là, puis quand ils sont arrivés ici, ils ont dit, OK, on comprend pas les plantes, fait qu'on va apporter nos plantes, tu sais, puis ça fait des centaines d'années qu'on continue avec ces plantes-là. De génération en génération. Là. De génération en génération, fait que, tu sais, comme juste même la nourriture qu'on mange, c'est très européen, mais oui, on a des absolument, choses aussi ici qu'on pourrait manger davantage, qui sont pas nécessairement cultivées, qui n'auraient pas besoin de justement de monoculture comme on a. Tu sais, je pense à nos fruits, on a des noix, comme on a plein de choses ici qui pourraient être aussi cultivées, tu sais, mais c'est ça, il n'y a pas de marché pour ça parce que les gens ne le demandent pas, mais il n'y a pas d'offre non plus parce que les gens, ils pensent pas. On est trop dans un mode que la façon qu'on faut manger, c'est comme européen. Oui, puis on reçoit nos bananes de l'autre bout du monde, puis nos pêches d'un autre bout du monde. Ben, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que il y a ça aussi que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une décolonisation des sources de nourriture aussi qui peut s'inclure là-dedans aussi, tu sais. Parce que parmi les graines que vous distribuez, il y a aussi des choses qui sont comestibles. Oui. On a des fraises locales, on a des framboises locales, on a des framboises noires, on a des noisettes qui sont locales, on a plein de choses qui sont mangeables, tu sais. Mais c'est juste que c'est pas les premières choses qu'on va penser quand on va se nourrir, tu sais. Mais c'est possible de le faire en harmonie avec la nature. Oui, puis dans un contexte d'insécurité alimentaire grandissante, de prix des épiceries qui flambent. Je sais pas si tu as entendu un petit peu parler, mais au Québec, là, il y a eu plusieurs vols dans les épiceries à Montréal. OK. Ouais, de la part d'un collectif, en fait, qui s'appelle les Robins des Ruelles. OK. Qui font, c'est qu'ils volent dans des grandes épiceries, genre métro, tu sais, qui ont fait des milliards de profits en quelques mois seulement, puis ils vont redistribuer aux personnes pauvres. Ah ouais. C'est comme, on en est là. Il y a vraiment, je pense, une grogne populaire, là. Mais je pense que l'envers de la chose, c'est pas juste de dire qu'on veut qu'il y ait moins de profits faits par les épiceries puis qu'on veut que les prix baissent. Faut comme aussi qu'on retravaille, qu'on nourrisse notre lien au territoire. Ben oui, exactement. Qu'on réapprenne à planter aussi nous-mêmes nos framboises puis nos fraises. Puis ben oui, choses, exactement, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui nous écoutent qui auraient envie de lancer justement des grainothèques dans leur région, dans leur ville? Par où commencer? Comment faire? Ben moi, je dirais de juste me contacter, puis qu'on peut commencer à discuter de ça, puis je peux leur donner des ressources pour faire ça. Comme ça me fait plaisir de faire du coaching pour des gens qui veulent faire ça dans leur région. Comme ils sont pas obligés d'être seuls ou on a des ressources aussi sur notre site web si ça les intéresse, mais ça me fait plaisir de passer du temps avec eux pour leur aider. C'est vraiment super. C'est sûr que c'est sûr que je pense que les gens apprécieront parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment de la demande pour ça. Pour ma dernière question, Oui. parmi toutes les plantes que tu as dans ton jardin, est-ce qu'il y en a en particulier que tu préfères? Ben, je sais, je me fais souvent poser la question, puis c'est comme essayer de demander de choisir à quelqu'un c'est qui ton enfant préféré. Oh tu sais. mon Dieu! Parce que c'est ça, l'année passée, on a donné 365 sortes d'espèces de plantes. Tu sais. Fait que c'est dur de choisir comme une. Celle-là que j'ai des meilleurs souvenirs avec, c'est vraiment les fraises des champs. Parce que quand j'étais jeune, mon frère allait ramasser des petites fraises des champs, puis ma grand-mère nous faisait des tartes avec ça. Ouais. Puis c'était vraiment bon.
Fait que je pense que c'est elle que j'ai le meilleur souvenir comme émotionnel de lier avec, tu sais. Ouais. Mais sinon, j'aime beaucoup les plantes qui sont vraiment bénéfiques pour les abeilles. Puis c'est ça, ces plantes-là sont toutes jaunes. Fait que j'aime beaucoup les plantes jaunes. Ah, c'est vrai? Les plantes jaunes sont les plus Oui, bénéfiques. Wow. oui. Ben habituellement, ils se matchent tout ensemble, là. Tu sais, si les animaux sont bruns, ils aiment le brun. Puis si c'est jaune, ça aime le jaune. Est-ce que c'est vrai? Mon Dieu, je savais pas ça du tout. Ah oui. Ils vont se cacher là-dedans, là. Je vais vraiment travailler mon ignorance au sujet des plantes. OK, c'est pour se cacher dedans. Ben souvent, c'est ça qu'ils vont faire, là. D'habitude, ils aiment bien les couleurs, en tout cas, j'ai remarqué, là. Wow. Fait que c'est ça, mais c'est ça, j'aime beaucoup les plantes jaunes, comme j'aime beaucoup les rudbeckies irisées, j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime beaucoup les rudbeckies irisées. Ça m'étonne pas que tu aimes les plantes jaunes avec ta personnalité. Je sais pas, j'aime vraiment ça, c'est beau. C'est beau, puis j'aime beaucoup les abeilles. Comme les abeilles m'inspirent beaucoup, moi, je veux vraiment mon organisation que j'ai comme une fourmilier d'abeilles indigènes ensemble. Là. Ah oui? Oui, comme oui, une comme ruche. une ruche. Ben, c'est pas une ruche, là, mais comme un endroit où est-ce que tout le monde vit ensemble, tout le monde a ses tâches, tout le monde vit bien ensemble, tout le monde fait leurs choses, puis ensemble, ça fait comme un gros tout, genre. Ouais. Puis c'est ça, comme Dr. Robin Wall Kimmerer, dans son podcast, elle parlait aussi des 7 prophéties. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, des 7 prophéties de sa région, en tout cas. Puis la septième prophétie, toutes les prophéties se sont réalisées que cette personne a eu, puis on est à la 7e prophétie où il y a comme un choix aux humains qu'il faut choisir où on s'en va. Genre, est-ce que les Autochtones puis les Blancs vont travailler ensemble pour l'environnement ou bien on s'en va vers un abysse? T'sais? Puis moi, je pense que tous les gens, on a un choix à faire dans cette forme de pensée-là. Genre, est-ce qu'on veut faire partie de la solution ou bien est-ce qu'on va juste se décourager puis abandonner? Comme moi, je pense que c'est ça les plus gros risques au changement climatique, c'est que les gens qui sont passionnés de ça se découragent. Absolument. Puis je pense que vraiment, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais l'important, c'est faire de quoi. N'importe quoi tu peux faire, utilise tes talents, utilise tes passions, mais fais quelque chose. Moi, c'est ça que je pense qui est vraiment le plus important. Les plantes indigènes, moi, c'est ma façon que moi, j'ai trouvé de redonner, mais je veux dire, n'importe quoi. On a tellement besoin de tous les talents de tout le monde pour essayer de régler ça. Comme n'importe qui peut faire n'importe quoi, ça va aider, tu sais. Mais l'important, c'est de faire quelque chose. On n'est pas impuissant, ou en tout cas pas autant qu'on le pense parfois. Quand même. Tu sais, des fois, on pense qu'on est impuissant, mais c'est parce qu'on a une vision individualiste de ça. Ouais. Comme, je pense vraiment pour être capable de résoudre des gros problèmes sociétals, il faut vraiment penser en mode collectivité. C'est pas une personne. Tu sais, tous les films de Hollywood nous disent que c'est toujours un individu qui va sauver tout le monde. Là. Moi, je pense vraiment que c'est plus comme la philosophie c'est la collectivité qui va sauver tout le monde. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas s'isoler puis de demander aux autres de nous aider quand on a besoin puis de partager notre projet avec d'autres gens, tu sais. C'est là que ça a un impact quand on travaille tout ensemble. Wow, c'est tellement beau. Merci énormément de ça me fait plaisir. terminer l'épisode sur ces mots-là. Ça résonne énormément puis je suis sûre que ça résonnera avec d'autres personnes aussi. OK, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, là. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.